Matryoshka. De fait, en Occident, on évolue, on avance, et dans cette évolution, on prône de plus en plus une société inclusive, on pense à l'environnement, à l'égalité entre les femmes et les hommes, on débat sur la place des minorités, on défend la place des victimes. C'est ça notre approche, en 2022 en tous les cas. Mais ce n'est pas celle de Poutine évidemment, mais ce n'est pas celle non plus de nombreux autres, qu'ils soient puissants ou moins puissants. Et parmi les puissants, il y a la Chine, cette superpuissance. Donc je vous propose qu'on ne se laisse pas berner pendant un petit instant, que l'arbre Russie ne cache pas la forêt Chine, et qu'on se penche sur les questions qui sont celles de la Chine aujourd'hui dans notre équilibre mondial. Entre la question symbolique de Taïwan, la question économique et politique face aux États-Unis, et entre une question plus civilisationnelle face au monde entier, le vrai retour de la guerre pourrait peut-être se jouer là en réalité. La Chine, c'est un continent, elle se voit comme telle, elle se vit comme une continuité civilisationnelle et politique depuis plus de 2 millénaires. C'est ce que les Chinois se tuent à répéter, et ils le croient réellement, même si la Chine a été souvent divisée politiquement au cours de son histoire. Mais il y a quand même une sève et une histoire commune. Une civilisation commune. La Chine est redevenue, après 2 siècles d'éclipse, une superpuissance. La Chine est, bien sûr, anti-américaine, anti-occidentale. Elle veut recouvrer sa place au soleil. Et bien sûr, il y a la question de Taïwan. Donc, on est en circuit court d'une politique liée à la mondialisation, puisque pendant 30 ans, la Chine avait décidé, sous Deng Xiaoping et ses successeurs immédiats, de ne pas se faire remarquer comme acteur belliqueux. Deng Xiaoping disait il faut cacher son brillant. Là, maintenant, il s'agit non pas de cacher son brillant, il faut flamboyer et mettre le feu. Aujourd'hui, vous dites, la Russie, c'est la vague, la Chine, ça va être le réchauffement climatique. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous dites ça? Et finalement, qu'est-ce qui se trame selon vous? C'est la légitimation de l'efficacité de l'autoritarisme. Retour aux années 30, la lutte entre les dictatures et les démocraties, puisque censément, et pendant la crise des années 30, les autocraties sont plus efficaces, donc plus humaines, quelque part, que les démocraties. Ça, c'est ce qui se joue au plan idéologique. Ils disent pas forcément la même chose au plan stratégique. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? La Russie, c'est la vague, et qu'est-ce qui se passe? La Russie n'est pas une superpuissance. Elle n'est plus une superpuissance. Elle a 140 millions d'habitants, un peu plus que le Japon. Elle a le PIB de l'Espagne, grosso modo. C'est pas une superpuissance. Ce qui l'a fait émerger du lot, malgré tout, sont ses armes nucléaires et la taille de son territoire. Ça, c'est ce qui continue à distinguer la Russie. Et son ambition. Et bien sûr, une ambition qui reste celle d'une superpuissance. Mais, bon, elle fait à peu près 1/9 du PIB de la Chine, le tiers du budget militaire chinois. Quand vous regardez la Russie depuis la Chine, il n'y a pas photo. La superpuissance, c'est la Chine. Mais la Russie est orageuse. Elle envahit son voisin ukrainien. Elle menace l'ordre européen de manière générale. Et puis vous avez de l'autre côté, vous avez la Chine, qui est devenue une vraie superpuissance. Elle se donne les moyens militaires d'être à parité avec les États-Unis dans un temps pas très lointain, qui se compte en années, peut-être une décennie, mais pas beaucoup plus. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant et très important avec la guerre d'Ukraine. Parce que jusqu'à la guerre d'Ukraine, un certain nombre d'analystes disaient il faut donc qu'on concentre nos efforts et nos ressources dans la compétition avec la Chine. Et la Russie, bon, ils sont emmerdants, ils sont nulétants, mais on va les mettre dans une boîte. Et c'est là où a commencé l'erreur de calcul de Poutine. Grosso modo, le signal que percevait Poutine, à tort, comme la suite des événements l'a montré, c'était, bon, les Américains, ils font une croix sur les désaccords régionaux, Ukraine, Syrie, etc. Donc,
je vais pouvoir pousser mes pions. Les Américains ne vont pas se battre pour l'Ukraine. Funeste erreur. Les responsables américains, et ça a été une décision stratégique pas du tout évidente, ils sont arrivés à la conclusion à Washington que la meilleure façon de s'occuper de la Chine, c'était de réussir l'Ukraine. Donc c'était une première marche. Si l'Ukraine avait été envahie en 4 jours, comme l'espéraient les Russes, les Chinois, je pense, en auraient tiré les conclusions qui s'imposaient, à savoir... Superpuissance. Nous sommes une superpuissance, on va bouffer les Taïwanais tout cru. Donc là, c'est le monde du futur qui a été dessiné par ce choix-là. C'est-à-dire les Américains tirant la conclusion que pour être dans la course par rapport à la Chine, il fallait réussir en Europe. Très grand choix.